Bonjour à toutes et à tous, je suis Virginie Baumann et j'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui sur Instant Cactus, le podcast qui donne la parole à des individus inspirants, au parcours remarquable. Leur point commun ? Ils ont su croire en eux afin de prendre leur envol et mettre en scène leurs passions, talents, convictions et potentiel. Au-delà d'une simple valorisation de ces vécus passionnants, Instant Cactus se veut aussi une exploration des réflexions et questionnements qui ont jalonné leur chemin. En espérant que leurs parcours et leurs mots vous insufflent l'envie de prendre votre envol, je vous souhaite une très belle écoute. Pour ce nouvel épisode, je m'entretiens avec Michèle Camerzin, la fondatrice du studio Yoga Lab à Genève. Michèle ne cesse d'expérimenter et d'innover. Outre son concept d'électro-yoga, qui rencontre un grand succès, elle a été l'une des premières de la région à proposer des cours en ligne pendant le Covid-19 et vient de lancer un studio virtuel. Bonjour Michèle, merci beaucoup pour ton accueil. Bonjour, merci pour ton invitation. Tu as créé Yoga Lab il y a quelques années de cela, mais quand tu as commencé tes études, je crois que tu avais l'ambition de devenir avocate. Donc j'ai envie de te demander, qu'est-ce qui s'est passé entre ce moment-là et Yoga Lab ? Il s'est effectivement passé plein de choses. C'est vrai, au début, j'ai en fait tout fait pour entrer à l'Uni de Zurich pour devenir avocate, avec, je dirais, l'ambition d'aller aider les gens. C'est peut-être un peu utopique. Plein de gens entrent, parce qu'au début, ils disent tout de suite, c'est pas que ça, parce qu'il faut appliquer la loi. Et en fait, tu passes vraiment tout ton temps à lire les articles, etc. On avait toujours le nez dans les livres. Et en fait, j'ai assez vite vu que c'est pas du tout pour moi. Du coup, déjà en fait pendant le deuxième semestre, l'Uni de Zurich, j'ai commencé à prendre des cours de langue dans la faculté à côté et j'ai trouvé beaucoup de plaisir. Du coup, j'ai complètement laissé de côté mes études de droit et je me suis focalisée là-dessus. Il fallait décider donc un autre parcours. Il fallait l'annoncer à mes parents aussi. Moi, ils ont remarqué quand même qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et voilà, j'ai décidé d'aller dans l'enseignement parce qu'en parallèle, j'avais travaillé pas mal avec des jeunes. C'était dans des camps de soutien des paysans dans les Alpes des Grisons. C'était assez chouette. Il y avait un bon contact avec ces jeunes ados. Et du coup, voilà, la décision de combiner les langues, alors l'enseignement avec le travail, avec les ados. Alors, je suis devenue prof au cycle. J'ai commencé mes études après une année sabbatique que j'ai passée à travailler dans un restaurant en montagne. En été, j'étais dans un autre resto. J'ai beaucoup aimé le service par le contact avec les personnes. Et après, j'avais fait encore un séjour linguistique en Irlande pour améliorer l'anglais, pour ensuite pouvoir devenir prof de allemand, anglais, français et sport. On est pluridisciplinaire dans le canton de Saint-Gall. Et en fait, c'est aussi à cette époque-là que j'ai eu mon premier contact avec le yoga. Alors, en hiver, c'était à Davos quand je faisais mon année sabbatique. Ouais, c'était bien ça. C'était c'était 2003. Où à côté de ce côté actif dans le resto, le service où tu cours partout aux heures de pointe et le snowboard qu'on faisait quasiment tous les jours, parce que pour rentrer à la maison, on pouvait faire la dernière descente. On avait ce plaisir d'avoir les pistes pour nous. Il me fallait quand même quelque chose de plus doux pour équilibrer un peu. Et c'est là où j'ai rencontré ma première prof de yoga. Je sais même plus comment je suis arrivée à elle, mais je me suis retrouvée un soir chez elle. Elle était tout fraîchement diplômée, mais c'était une dame dans sa soixantaine qui, de sa passion, a fait un peu plus sa profession, très tardivement dans la vie, mais avec beaucoup de cœur. Et c'était sa fille, une amie à sa fille et moi, dans son salon, qu'elle a complètement vidé. Il y avait juste les tapis, quelques bougies, et voilà. Et du coup, c'était génial pour apprendre comme ça. Après ce premier contact où toute la saison j'ai pratiqué chez elle, j'avais vraiment accroché. J'étais retournée à la maison, canton de Saint-Gall. J'ai cherché une école, ce qui n'était pas évident. J'ai vu de toutes les couleurs. C'est vrai, il n'y avait pas beaucoup d'écoles à ce moment-là. Déjà, il n'y avait pas beaucoup à ce moment-là. Et encore aujourd'hui, tu trouves tout et n'importe quoi. Alors ça allait d'une pratique qui me correspondait pas du tout pour l'âge, parce qu'à l'époque, c'était pas très jeune pour ceux qui pratiquaient du yoga. Alors j'avais un
cours où j'étais que avec des dames de 50-60 ans. Moi, j'avais 20. Et on faisait que des respirations, on chantait des mantras. Et à ce moment-là, c'était pas du tout ce que j'ai cherché. Non. Dans un autre cours, il y avait un monsieur qui, en fait, mettait le réveil, ou comme on appelle ça, un compte à rebours, dans chaque posture. Il a expliqué comment entrer, il mettait la montre et quand ça faisait bip 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 bip, il fallait ressortir. Alors, du coup voilà, j'ai fait quelques expériences comme ça où j'étais un peu ok, est-ce qu'on va continuer ça ou non, mais c'est fort dommage. Et après, j'avais trouvé une jeune prof, elle a dû avoir dans les 30 ans à l'époque, qui enseignait de l'Ashtanga Vinyasa Yoga. Et là, c'était vraiment ma pratique de cœur que j'ai découvert. Avec la dame où j'avais fait mon premier contact, c'était du Hatha Yoga, très traditionnel, très lent, mais c'était super. Et ça me correspondait, mais le Vinyasa, ça m'a vraiment fait le truc en plus. Là, c'était le coup de foudre. Et ouais, alors comment j'ai continué? J'étais dans mes études à Saint-Gall pour devenir prof et en fait le premier enseignement j'ai fait à une journée de sport où on pouvait aussi s'engager en tant qu'étudiant. Il y avait pas mal d'intervenants de l'extérieur et on pouvait proposer quelque chose. Et en fait il y a mes amis qui sont venus, ah mais tu fais du yoga, tu veux pas donner un cours? Je dis ouais pourquoi pas, allez. À ce moment-là t'étais uniquement pratiquante. Uniquement pratiquante. Et du coup, j'ai fait un peu un copier-coller de ma prof de l'époque et les gens ont beaucoup aimé. J'ai eu beaucoup de bons retours et j'ai pris un énorme plaisir d'enseigner. Et après, en fait, il y a des profs qui sont venus vers moi qui ont dit on a le projet de donner un créneau horaire par semaine où c'est des étudiants qui enseignent à des étudiants. Dans le sport, ça peut être de l'aérobic, etc. Si tu veux donner du yoga, voilà, on prend le créneau. Je dis, ok. Et en plus, je pouvais gagner quelques sous avec ça. C'était modeste, mais en tant qu'étudiant, on est content avec chaque franc qui entre. Et du coup, j'ai fait mes premiers pas sans aucune formation, juste avec ce que j'ai appris par ma prof. C'était un peu, on pourrait dire, la transmission à l'ancienne. Parce qu'elle m'enseignait, je prenais mes petites notes et la semaine d'après, j'enseignais aux autres. J'ai un peu triché, mais ça a marché et c'était très chouette. Alors voilà, ça a commencé en fait comme ça. Comme j'ai glissé un peu vers l'enseignement. Dans l'ordre des choses, comment est-ce que tu es arrivée à Genève? Et puis comment est-ce que tu as créé Yoga Lab ensuite? Alors, l'arrivée à Genève, c'était aussi par le biais de mes études de langue, parce que comme je voulais devenir prof de français, il fallait que je fasse aussi un séjour linguistique. Alors, c'était le Swiss Mobility, où on pouvait faire un échange à l'intérieur du pays, parce qu'à l'époque, je n'avais plus les sous pour encore aller quelque part à l'étranger, même si peut-être la France aurait été moins chère que la Suisse. Mais bon, voilà, je me suis dit, je reste dans le pays. Il y avait la question de Lausanne ou Genève qui se posait, et la plupart de mes amis étudiants, ils allaient à Lausanne. Et moi, j'étais là, mais bon, si on est tous là en train de faire la fête tout le temps, je ne vais pas apprendre grand chose. Et en plus, Genève m'attirait plus. Et voilà, j'ai fini là. C'était la faculté de sport, où je pouvais combiner la langue et le sport, comme ma quatrième discipline, c'était l'enseignement du sport aussi. Et en fait, c'est là où c'était 2 semaines avant que j'avais terminé, que j'avais rencontré mon mari. C'était à la salle d'escalade et voilà, par le sport, j'ai fait cette belle rencontre. Après en soirée aussi, ceux qui écoutent le podcast qui me connaissent bien, ils savent que je suis une adepte des soirées électro. Alors voilà, c'était là où il y avait le deuxième et le vrai contact, on pourrait dire. Et du coup, j'étais retournée à Saint-Gall simplement pour terminer mes études et c'était 2 ans et demi après que j'avais emménagé ici, c'était en 2010. En fait, j'ai fait mes premiers pas dans l'enseignement à Genève. Ça n'a pas duré très longtemps parce que j'étais complètement dépassée par la charge du travail, en plus dans une langue étrangère, même si j'enseignais l'allemand uniquement, mais dans plein de degrés différents. Et du coup, c'est arrivé au point que déjà à Noël, j'avais donné ma démission. Alors j'ai travaillé que 4 mois, j'étais au bout du rouleau et je suis retournée à Saint-Gall. J'ai pu faire un remplacement dans une école où j'avais fait un stage, où j'avais eu un super feeling. C'était une école toute petite, on avait que, c'était quoi 7 classes.
C'est vraiment une école minuscule, un petit cycle, tout proche de la personne. C'était vraiment ce qu'il me fallait en fait pour récupérer. C'est moins l'usine que des grandes classes. C'est ça. Non mais ici j'étais dans une structure énormissime avec 25 élèves par classe. Je ne sais même plus combien de degrés j'enseignais. Je courais d'une classe à l'autre. À Saint-Gall, j'avais ma salle de classe. Je pouvais installer mes petits trucs comme je fais ici dans le studio avec mes bouddhas, mes plantes, mes petites huiles essentielles. Les élèves adoraient la salle de classe, c'était trop chouette. Et là, j'ai repris plaisir aussi de la profession en fait. Et c'était aussi là où commençait à germer l'idée par ce choc que j'ai eu au début, où peut-être c'est pas ça pour moi, peut-être je devrais quand même faire autre chose. Et j'ai commencé à ouvrir la porte vers l'enseignement du yoga, en commençant en fait en parallèle la formation sur des week-ends. Et après c'était retour à Genève, j'ai encore fait une année à Saint-Gall dans cette même école. Et quand je suis retournée à Genève, drôlement dans la même école où j'ai été, parce que tout s'était très bien passé, j'avais une bonne entente avec les collègues, avec les enfants, c'était super, les parents, ça se passait très bien. C'était juste, j'étais dépassée. Et du coup, ils savaient très bien pourquoi j'étais partie. Et quand j'étais revenue avec plus d'expérience, je posais la question, voilà, est-ce que vous me reprenez? Parce que je me suis quand même plu ici. C'est juste ces points-là que... faudrait pas répéter, alors je veux moins de degrés, juste pour avoir un bon rythme. Et ça s'est installé dans la fluidité, j'ai pu reprendre et en parallèle de mon enseignement à l'école et de ma formation de prof que je terminais gentiment, j'ai commencé à donner des cours de yoga. C'était à mes collègues à l'école, alors on avait une petite salle où à midi ou en fin de journée je donnais un cours. Et en parallèle, j'ai commencé, c'était à l'Unisport aussi, où j'étais glissée dedans par une amie, la maman d'un ami, et par le contact de mon mari, j'ai aussi pu commencer dans un premier studio de yoga, puis après dans un deuxième. Et voilà, du coup, je jouais un peu sur 5 tableaux, je dirais. Au bout du moment, j'ai dû prendre la décision de qu'est-ce que tu veux. Est-ce que tu veux rester dans ces deux mondes en parallèle ou est-ce que tu veux quand même te lancer dans le yoga? Et comme ça arrive parfois dans la vie, une fois que ces idées commencent à germer, d'un coup, un flow qui s'installe, des portes qui s'ouvrent et il y avait ce premier studio qui se présentait. Et c'était dans le concept store de Found qui s'était installé en 2015 à Genève. C'était dans un immeuble qui était en fait censé être détruit et on avait un contrat c'était 3 ans à l'époque pour occuper les lieux et en faire ce qu'on veut. Et ça, c'était top. On a mis nos couleurs, on a enlevé des murs, agrandir les salles. C'était un terrain, comme un table rase que tu peux remplir avec ce que tu veux, ajouter ta couleur et voilà. C'est comme ça que j'ai pu débuter. J'avais une toute petite salle qu'est-ce que je pouvais accueillir au max 10 personnes, mais c'était vraiment tout petit, il n'y avait rien, il y avait un meuble où j'avais mes papiers, un peu de matériel de yoga dans une petite caisse en bois et le reste de la salle était vraiment dédié pour économiser un max, mettre des tapis et ça a commencé tout petit, je crois que j'avais 2 cours au début, après j'ai installé 4 cours avec, je dirais, 2 à 5 personnes par cours. C'était certains élèves que je connaissais déjà de l'Uni, de l'ancien studio où j'ai enseigné, où la propriétaire, elle était hyper chouette, c'était le seul cours de yoga en fait qu'il y avait là, et elle a dit, si tes clients ils te suivent, ils te suivent, j'en ai rien contre, tu communiques, et aussi à l'Uni, ils avaient la gentillesse que j'ai pu envoyer un mail aux élèves, et j'avais quand même du coup une petite base de données qui était au courant que le studio existe, oui. Et j'ai commencé comme ça. C'était encore en parallèle à l'enseignement à l'école au début, où je faisais le soir dans mon studio. Du coup, j'ai lâché tous les autres. Je enseignais encore à mes collègues, ça c'était tout. Je me suis dit, je vais quand même pas les lâcher. Mais Unisport et les 2 autres studios de yoga, j'ai arrêté complètement pour me focaliser sur mon petit projet, petit à l'époque. Et j'ai assez vite créé aussi un site internet, un logo avec une artiste de Genève, Natacha Wind d'ailleurs, qui est sublime pour ce qu'elle fait, aussi pour sa personne, elle est vraiment adorable. Et elle a su réaliser ce que j'avais en tête pour créer le logo. Et à ce moment-là, ça s'appelait déjà Yoga Lab ou pas encore? Ça s'appelait déjà Yoga Lab, oui. En fait, c'était encore avec mes amis et avec mes collègues. Je disais, bon voilà, vous me connaissez, je vous ai déjà donné des cours. On fait un brainstorming, on a échangé un peu les idées et du coup le lab,
il est venu assez rapidement par ce côté expérimental que j'avais déjà à l'époque. Je venais toujours avec mes idées, on pourrait essayer ci ou ça, et le laboratoire où on fait toutes ces expériences, exactement, ça me plaisait bien. Et il y a aussi une touche moderne, c'est court, et voilà, le Yoga Lab est né à ce moment-là. Et à quel moment tu as migré de Found au studio actuel? Alors ça c'était en 2018 en fait, quand le contrat touchait à la fin. Found a trouvé un lieu assez proche de là où ils étaient, et là se posait la question, est-ce que je reste avec, on peut dire un peu avec la tribu et je m'installe dans les nouveaux lieux, ou est-ce que je prends mon envol vers un endroit un peu plus grand, parce que la salle qu'ils avaient, elle était un poil plus grand que ce que j'avais, mais je voulais quand même un peu plus. Je me suis dit, si je déménage, je veux m'installer quelque part où je peux vraiment rester plus longtemps, où j'ai la taille que j'imagine. Et c'est là où, moi c'était en février 2018, bon, je l'ai trouvé avant, mais février 2018, on avait le déménagement vers la rue Charles-Humbert, où je suis actuellement. Et c'était compliqué de trouver un local ou... En fait, j'ai eu beaucoup de chance aussi là-dessus. C'était pas si compliqué que ça. J'ai visité un lieu qui m'a beaucoup plu, mais par un malentendu dans la communication, en fait, je suis allée visiter le lieu et la dame qui me montre, elle me demande pourquoi c'est. Je dis ouais, pour un studio de yoga. Je commençais déjà à développer un peu mes idées là-dedans. Et là, elle dit tout de suite, ah mais non, ça va pas du tout. Ici, c'est pas du tout pensé pour ça. Ça doit être une arcade commerciale pour vendre des choses, genre une boutique. Et j'ai même pas fait 5 minutes dans l'arcade. J'ai dû faire mon deuil tout de suite. J'ai appelé mon mari, toute triste. Je dis mais c'est pas possible. J'ai quand même dit au début au téléphone et on me fait visiter pour rien. Et ouais, c'était hyper dommage. Le quartier était chouette aussi. Et là, il me dit ouais écoute, en fait j'ai trouvé une arcade qui pourrait te plaire aussi. Ça vient de sortir sur le net. Va voir. Du coup 2 jours plus tard, je suis allée à la rue Charles-Humbert 10, qui était encore une galerie d'art à l'époque, et j'ai tout de suite flashé sur le lieu. Je voyais comment le transformer. Il correspondait vraiment entièrement, plus grand que ce que j'avais avant, mais quand même un cocon de bien-être que je voulais créer. Je voulais pas quelque chose d'énorme. J'ai quand même eu de l'aide, comme c'est le cas à Genève. Comment vous dites ici, des pistons ou quelque chose comme ça. En allemand, on appelle ça la vitamine B. Voilà, j'ai eu cette bonne vitamine avec des contacts qui ont pu soutenir mon dossier, parce que les régies acceptent pas facilement une petite prof de yoga. Alors, du coup, voilà. Oui, alors c'était juste génial. Parmi mes clients et mes amis, il y avait 2 qui pouvaient me soutenir, passer un gentil mot, que voilà, c'est une affaire sérieuse et que ça va marcher. Et, donner une chance à cette prof de yoga, et j'ai reçu cette chance. Oui, c'est chouette. Et tu parlais avant de différentes formes de yoga, donc peut-être pour celles et ceux qui ne pratiquent pas. Comment est-ce que tu définirais le yoga et sa philosophie dans l'ensemble ? Alors, le yoga pour moi, c'est surtout de chercher à créer une harmonie entre le corps et l'esprit, de chercher un certain apaisement, de retourner vers soi, surtout dans le chamboulement de notre société aujourd'hui, où on doit tout le temps faire du multitasking, 1000 trucs à la fois, on ne sait plus où est la tête, on a la boîte mail qui est pleine, le Natel qui sonne, il y a encore WhatsApp qui bip et Facebook qui fait un pop-up, de éclipser tout ça, se poser. Pour moi, c'est vraiment appuyer sur le bouton pause, respirer, bouger le corps, se ressentir. Après, dans la définition plus exacte, yoga, ça vient de UI, et ça veut dire unir ou atteler. Alors, on veut justement cet esprit qui tourne partout, faire atterrir, l'atteler, le ramener retour vers le corps, pour de nouveau retrouver cette union. Parce que encore quelques années en arrière, c'était plutôt le côté physique qui était cherché. C'était d'ailleurs aussi dans les années, je crois que c'était les années 80 et plus, où commençaient à se développer les styles un peu plus toniques, power yoga, qu'on a entendu parler. C'était aussi le temps du fitness aérobique et tout ça. Vous avez mis ouais. Et maintenant, c'est plus un retour. Je sens que les gens, ils aiment beaucoup le côté méditatif aussi, même s'ils ont besoin de se dépenser d'abord.
Pour la philosophie, c'est retrouver une certaine harmonie, si c'est avec soi-même, être en paix avec soi-même, dans l'acceptation des choses, mais aussi une harmonie avec l'extérieur, de trouver sa place dans la société, trouver un juste milieu. Pour la plupart des personnes, c'est entre la vie privée et la profession, que personnellement, je ne vois pas comme des contraires, mais quelque chose qui devrait plus faire une union, se compléter, et pas, parce que work-life balance, je le vois plus comme, on essaie d'équilibrer les deux, parce qu'ils sont un peu à part, mais ça peut complètement faire un si on est dans quelque chose qu'on aime faire. Si je pourrais encore apporter une touche pour la philosophie, parce qu'après on pourrait parler 1 heure que de ça, c'est aussi dans le yoga on parle du dharma, c'est de trouver en fait sa voie dans la vie. Et le yoga, je trouve ça aide beaucoup. Il y a plein de gens d'ailleurs qui à travers la pratique du yoga sont amenés à peut-être chercher un nouvel emploi, et même quelques-uns ça peut aller, j'espère pas des gros changements. Je ne veux pas pousser les gens vers ça, mais parfois ça peut même aller jusqu'à se séparer de quelqu'un parce que cette personne a une mauvaise influence sur nous. Alors on commence à plus ressentir qu'est-ce qui est bien pour moi et qu'est-ce que je veux laisser de côté ou me séparer, changer pour que je puisse vraiment suivre ma voie. Voilà. C'est ce qui a été arrivé un petit peu quand tu es passé par cette phase difficile de burn-out. Est-ce que tu as l'impression que la pratique t'a vraiment réancré et aidé à avancer? Ah, complètement. Je dirais que j'ai frôlé le burn-out parce que j'ai accompagné une amie qui a vraiment passé par la totale, et là j'ai vu que moi je l'ai encore échappé belle, mais j'étais vraiment dans un état où mon partenaire, ma maman, ils me reconnaissaient plus. J'arrivais parfois à la maison, je pleurais, je tremblais, je pouvais plus arrêter de pleurer juste parce que je savais plus par où. Je travaillais chaque soir jusqu'à 11h pour préparer mes cours du lendemain, et c'était pas une vie ça. Et le yoga m'a beaucoup aidé de justement me ressentir et aussi de me pousser de nouveau vers l'activité, parce qu'un burn-out ça te fait complètement te retirer, tu vas vers une dépression, tu n'as plus envie de sortir, de parler à personne, tu n'as plus envie de rien faire. Je pouvais passer des minutes juste posée, regarder contre le mur ou dans une... je trouve pas le mot maintenant, c'est quand tu es un peu complètement éteinte. Complètement apathique apathique, c'est ça le mot que je cherchais. Oui, exactement. Et avec le yoga, je trouvais de nouveau... je pouvais puiser l'énergie en moi, respirer pleinement aussi quand j'avais ces crises d'angoisse où tu commences un peu à hyperventiler, tu dis ok, maintenant pose les pieds par terre, tu sens ton corps, bouge un peu, étire-toi. Tu prends vraiment conscience de toi. C'est ça, exactement. Et après, je suis de nature quand même très optimiste, alors ça m'a aidé aussi de bout du moment dire bon allez ma cocotte, maintenant on va pas se lamenter sur son sort, mais on va reprendre les choses en main. Mais il fallait beaucoup d'énergie pour ça quand même. Il faut quand même un certain courage aussi dans la tête, c'est pas évident. Je parlais avant de différentes pratiques, on parlait même de power yoga, mais tout à l'heure au début tu évoquais le hatha yoga, l'ashtanga, vinyasa. Comment est-ce que tu caractériserais ces différentes pratiques? Toutes ces pratiques, alors Hatha, Ashtanga, Vinyasa, sont assez physiques. Alors, la source du yoga, on pourrait dire c'est dans le Hatha Yoga. Hatha veut dire dans son mot entier force. Si on le décortique, c'est Ha, le soleil, Ta, la lune. Et les deux ensemble font autant on pourrait dire des contrastes, comme aussi ils se complètent, comme le yin et le yang, le féminin et le masculin. Dans le Hatha Yoga, on cherche beaucoup on pourrait dire plus des efforts physiques, les asanas, qu'on maintient sur un moment très longtemps. La respiration est très importante. Comme j'ai connu le Hatha par le passé, mais maintenant ils fondent de plus en plus les uns vers les autres, ces styles. C'est parfois difficile quand tu regardes quelqu'un pratique et te dire est-ce qu'il fait un Hatha flow, Vinyasa flow, qu'est-ce que c'est, ou c'est de l'Ashtanga. Alors par le passé c'était plus Hatha un peu statique, Vinyasa beaucoup plus dynamique. Et le Vinyasa, c'est une dérive de l'Ashtanga Yoga. Ashtanga, c'est très défini. Alors on a les différentes series qui sont toujours les mêmes. Alors on commence par la posture 1, 2, on avance, ça prend 1h30 et après, une fois qu'on maîtrise une posture, on va à la suivante, etc. Alors ça se peut qu'on passe beaucoup de temps à maîtriser les premières postures avant d'aller à la suite. Pendant que dans les autres styles du yoga, si c'est Vinyasa, Power, qui est aussi une dérive de l'Ashtanga, très physique, sont beaucoup plus libres dans la structure du cours. Alors on ne fait pas tout le temps la même chose.
chaque style a ses avantages. Par la force de tout le temps pratiquer dans le même ordre, les mêmes postures, on va peut-être faire beaucoup plus de progrès que dans les autres styles où on alterne plus. Mais personnellement, je me retrouve plus parce que j'adore les variations, la liberté, la créativité dans les cours. Oui, j'imagine que ça dépend un peu de chaque personne et de ce qu'on recherche au final. C'est quelque chose de plus dynamique ou de plus méditatif. Exactement. Et là, je crois que tu avais mentionné le Kundalini aussi. C'est aussi une pratique qui est très répandue, qui, elle, est une pratique qui passe plus par les respirations, par le travail avec les chakras, les différents centres d'énergie. Ça peut passer par le mouvement debout, mais on peut aussi passer une pratique de Kundalini complètement assis, à faire des exercices de respiration, chanter des mantras. D'ailleurs, une très bonne adresse à Genève, c'est Natacha fait du yoga, qui est excellent pour cela. D'ailleurs, c'est elle qui m'a ouvert un peu les portes. Je te fais un bisou, Natacha. Au début, je branchais pas du tout avec ce style, parce qu'il y a aussi une apparence pour ceux qui sont très adeptes. Ils sont habillés en blanc. J'avais essayé, effectivement, j'ai été, oui. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est une pratique merveilleuse. Mais comme dans tout style, il faut trouver la bonne personne. Ou tu as le bon feeling, et là, tu peux plus facilement peut-être t'ouvrir aussi à quelque chose que tu n'aurais pas considéré avant. C'est vrai. Tu parlais tout à l'heure aussi de ta formation et de la façon dont tu es devenue professeur. Comment est-ce que ça se passe, du coup, une formation typique de prof de yoga? Une formation typique de yoga, alors l'entrée se fait normalement par la formation de 200 heures, c'est le TTC 200, TTC 200, pardon, parce que je fais une partie en français et l'autre en anglais. Mais du coup, la formation, elle est divisée en différentes parties. C'est la partie philosophique, anatomie, l'enseignement, voire la méthodologie, et le training du futur enseignant, alors qu'il doit beaucoup pratiquer aussi pour maîtriser les postures, pour pouvoir les montrer et expliquer correctement. Alors ce sont les différentes parties. Après, ça peut se faire, il y a soit sur des week-ends, comme moi je propose la formation, et comme je l'ai fait aussi dans mon premier training. Et il y a beaucoup qui font aussi cette formation sur un mois, en intense. Sur un mois, oui. J'ai fait cette expérience avec mon training continu, c'était les 300 heures. Ce qui était super parce que tu es dans une bulle, pendant un mois, tu es dans ton monde de yoga, tu manges yoga, tu respires yoga, tu penses yoga. Mais personnellement, je préférais cette formation sur les week-ends parce que tu as plus de temps à digérer, à processer ce que tu apprends. Parce que le côté philosophique, surtout quand tu passes la première fois par ça, c'est assez lourd quand même. Tous les Yoga Sutras de Patanjali, la Bhagavad Gita, qui est très philosophique. C'est des aspects philosophiques. Oui, alors les Yoga Sutras de Patanjali, c'est assez concret. L'enseignement du yoga, il y a la mention des fameux, les 8 branches du yoga ou 8 membres du yoga. Quand on apprend, si c'est dans le Hatha Yoga, Ashtanga Yoga, c'est vraiment une base de l'apprentissage qui passe par le côté philosophique. C'est un peu comme, on pourrait dire, les 10 commandements du yoga, avec comment on se comporte dans la société, comment on applique l'autodiscipline dans son apprentissage, comme la non-violence, la propreté, ne pas voler. C'est un peu un code civique, je crois, on dirait en français. Oui, code éthique. Code éthique, exactement. Après, il y a le côté concret, on passe par les asanas, ce sont des postures. Après, il y a la respiration, c'est le pranayama. Et après, il y a les différentes étapes qu'on suit pour amener à la méditation et après vers l'illumination. Un jour, peut-être. Ce que j'allais te demander, parce qu'on voit souvent même des gens assez jeunes ou moins jeunes, mais qui se disent je pars 6 mois en Inde, je veux devenir prof de yoga. Pour sur le principe, pourquoi pas, mais c'est vrai que de l'extérieur, et tu disais au début que tu étais passée par t'en as vu toutes les couleurs de cours de yoga au début. Est-ce que, il y a quand même pas une phase de développement personnel et un peu d'évolution, de maturation qui doit se faire pour vraiment être, alors peut-être pas illuminé comme tu disais, mais en tout cas être un peu
plus mature en fait dans la pratique. Oui, avant d'enseigner. Je trouve absolument qu'il faudrait ça parce que je crois par le passé c'était plus ça que les gens ils commençaient à transmettre. Bon, à la base c'était vraiment du gourou à l'élève et une fois que l'élève était prêt il commençait lui à son tour à enseigner. C'était vraiment une procédure de maturation comme tu dis, faire ses expériences, acquérir une certaine sagesse avant de transmettre. Et aujourd'hui, comme ça s'est développé, c'est devenu super accessible, peut-être un peu trop accessible. J'ai aussi eu des demandes quand j'ai lancé mon teacher training, et d'ailleurs aussi quand j'ai fait ma formation, j'étais avec des gens, mais il y avait une, elle n'a jamais fait du yoga. Et elle a fait un cours de yoga, ah oui, ça me plaît, je suis déjà prof de pilates, alors je me lance. Why not? Oui, mais peut-être un peu rapide. Oui. Moi qui est plus passée par ce côté traditionnel, après il n'y a pas de règle, chacun nécessite plus ou moins de temps avant de se sentir prêt d'enseigner, mais pour ma part c'était seulement après 10 ans de pratique, d'avoir exploré différents styles où je me sentais prête à entamer cette voie. Et quand maintenant j'ai donné ma formation, parce que là je suis à la fin de ma première volée d'élèves que j'ai formée, qui malheureusement ont été chamboulées par le Covid, parce qu'elles attendent toujours leur dernier week-end pour enfin passer leur examen. Ça va se faire les filles. Là j'ai aussi reçu plein de demandes où j'ai dû refuser des gens, parce qu'avec seulement une année d'expérience de yoga... T'as passé le bagage personnel. Mais c'est ça, aujourd'hui c'est devenu un peu un effet de mode, c'est un peu tendance de devenir. C'est vraiment tendance. Et il y a tellement de gens qui font cette formation où après, je trouve que pas tout à fait tout le monde est prêt niveau expérience d'aller transmettre. C'est pas un truc qu'on apprend juste comme ça. C'est pas anodin, il faut une expérience et donner de sa personne. Et ça, on acquérit à travers des années. Et pas en une formation de 200 heures et quelques cours de yoga par-ci par-là. Mais c'est juste pour dire qu'il y a vraiment un boom énorme. Mais je pense qu'il y a plein de gens qui se disent que c'est hyper accessible et que, oui comme tu disais, c'est tendance en fait. Enfin, c'est un peu dommage. Et ils voient ça facile aussi. Parce que ça, j'ai dit à mes élèves, de devenir prof de yoga, c'est une chose. D'en vivre après, c'est une autre. Beaucoup d'ailleurs, ils font juste quelques cours par-ci par-là, mais ils gardent leur boulot principal. Et c'est plus... en parallèle, un plaisir. Oui, un plaisir, exactement. Par passion, mais elles ne vont pas développer plus parce que ça nécessite quand même beaucoup d'efforts. Et il faut s'investir, développer sa communauté. Tu développes un business au final. Au-delà du yoga, mine de rien, tu as quand même il faut faire tourner... Il faut développer un business, sinon tu ne peux pas en vivre. C'est un peu un tabou en fait dans ce monde de parler argent par rapport à la philosophie dans le yoga. Pas trop. Mais oui, mais c'est clair, tous les profs du yoga, si on pouvait le transmettre gratuitement, on le ferait du fond du cœur. Mais on a des loyers à payer, nos factures, comme tout le monde. Même si parfois les gens pensent que les profs de yoga ont dans un pays de bisounours. Mais oui. Pour revenir du coup à Yoga Lab, et tu parlais avant en tant qu'enseignante, des fois de se donner une mission pour transmettre aux élèves. Toi, est-ce qu'il y a quelque chose que tu souhaitais transmettre justement quand tu as créé le studio? Oui, quand j'ai songé à créer un studio de yoga, je voulais surtout créer un lieu de rencontre, un cocon de bien-être qui accueille tout le monde et qui est un lieu vraiment d'échange. Parce qu'il y a plein de studios de yoga où je suis allée, où on m'a dit à peine bonjour, où j'ai pratiqué plusieurs semaines, on ne connaissait pas mon nom, où il y a les élèves qui venaient, qui pratiquaient, qui repartaient, et surtout au début quand je cherche un peu à socialiser, parce que j'étais toute nouvelle à Genève, je disais non mais c'est pas très convivial. C'est quoi ça? Il n'y a personne qui parle. Après, parfois aussi, j'ai mes jours où j'allais au studio, je pratiquais, j'avais peut-être passé une mauvaise journée, où je cherchais mon calme. Je n'étais pas très sociale, mais dans l'ensemble, je trouve quand même, dans le monde du yoga, c'est un peu une communauté, et je voulais créer cet aspect. Et quand je vois comment mes élèves, ils interagissent entre eux, comme ils sont gentils aussi, tu sais, je suis allée dans des cours de yoga où il ne fallait pas placer ton tapis par-ci par-là. Si c'est la place de mademoiselle ou monsieur qui venait et dire ah non, il faut bouger ton tapis. C'est comme l'école primaire. Ah non, mais c'est ça, c'est ma place. Ça arriverait jamais dans mon studio. Les gens, ils sont bienveillants les uns avec les autres, et ça, c'est quelque chose que je voulais transmettre. Cette ouverture d'esprit, d'accueillir, d'échanger. Et j'ai plein d'élèves qui entre-temps
sont devenus des amis entre eux, c'est hyper chouette. Là, je fais idée de base, mission réussite. Et donc, quel type de pratique est-ce que tu proposes à travers les cours ici? Alors, principalement, je dirais le cœur du studio, c'est une pratique de Vinyasa Yoga. C'est ma pratique du cœur, c'est une fluidité, un côté énergétique. D'ailleurs, Vinyasa veut dire lien énergétique ou lien fluide d'une posture à l'autre. Ça, c'est l'enseignement de base. Alors, tous mes cours sont axés là-dessus. Mais après, je dirais, entre-temps, c'est devenu un vinyasa un peu hybride parce que forcément, je suis influencée par tous les profs avec qui j'ai été en contact, aussi mes expériences de la vie quotidienne. Je laisse infuser un peu de tout ce que je vis, ce qui m'inspire. Après, on a aussi du Hatha Vinyasa Flow. Il y a Marc, un prof qui a fait une formation de Hatha, mais qui personnellement adore le Vinyasa. C'est un peu sa pratique privée. Et du coup, il a fusionné les deux dans un Hatha Vinyasa Flow. C'est ça que je te dis au début. Tout commence à être un peu hybride, hein. Il y a quelques puristes, mais après, ça commence à se mélanger. Après, on a David qui transmet le Anusara Yoga, c'est le yoga du cœur. On peut dire c'est tous des ouvertures du cœur autour de l'espace du cœur. Si c'est physiquement que tu ouvres le haut du corps, par des étirements, des différents asanas, et aussi par l'aspect philosophique. Il amène beaucoup de vocabulaire, de créer une expansion, imagine une lumière autour de ton cœur, apporte de la douceur, de la grâce. C'est pour ça, il faut absolument aller voir chez lui. Il est extra, en plus, il est hyper drôle. Et après, il y a aussi parfois des profs que j'invite ou qui me remplacent, qui font un autre style de yoga. D'ailleurs, Natacha m'a remplacée une fois et j'ai dit tu fais ce que tu veux, tu fais découvrir les élèves ton univers, et les gens ont adoré. Aussi du yin yoga, on a déjà offert. Sinon, il y a des bains sonores qu'on a commencé il n'y a pas longtemps avec une amie qui est merveilleuse pour ça. Ça consiste en quoi? C'est Isilda Matos. C'est avec des bols tibétains soit elle accompagne la pratique où elle joue différentes notes. Alors pour les gens qui pensent que c'est aléatoire qu'elle tape sur les bols, pas du tout. Vont le ressentir quand même comme elle crée une harmonie, mais elle a vraiment une certaine structure qu'elle suit pour créer une harmonie, si c'est pour apporter de l'apaisement, la détente, pour travailler sur peut-être aussi une partie du corps. Il y a les différents bols qui sont plus axés sur les différents chakras par exemple. C'est des bols en métaux, des bols en cristal. Et elle fait aussi des bains sonores, des immersions sonores où tu es allongé et tu te laisses porter. Elle s'approche avec les bols suivant comment, pour te laisser sentir aussi les vibrations de tout près. Et là, il y a des gens, ils partent dans des rêveries, dans un état quelque part entre être réveillé, entre être endormi. C'est magnifique, c'est vraiment un voyage intérieur sublime. Et après, on a aussi le électro-yoga que je fais au studio comme aussi en extérieur. Ça, c'est un peu pour le moment ce qu'on a dans le studio. Ouais. Donc c'est un concept que tu as créé ici, qui marche très bien je crois, puisque tu as accueilli 150 personnes au Palladium. C'était énorme, c'était en fait en début d'année, avant que la vague Covid est arrivée. Oui, on avait la chance que sur ce week-end-là, ça allait encore. Et c'était énorme de voir 150 personnes bouger en même temps avec le rythme derrière. Comment tu as créé ce concept du coup? C'était, en fait au début c'était en parallèle quand j'ai ouvert le studio où moi j'ai cherché un peu ma touche personnelle et comme j'adore la musique électronique, je pratiquais à la maison là-dessus. J'aimais bien le rythme qui est donné par les basses et c'est pas la techno dure que j'utilise. Parce qu'au début les gens me regardaient quoi, techno et yoga, mais ça va pas. C'est vrai que ça semble pas traditionnel, mais du coup oui c'est un petit peu pionnier d'aller dans ce sens-là. Ouais, ça sort un peu du lot, mais je trouve que ça va dans l'air du temps. Parce que oui, il y a des traditions, c'est bien de les maintenir, mais chaque chose peut se développer, garder un côté traditionnel, mais aussi aller avec l'air du temps. Et pour moi, c'était ça, de combiner ces deux passions et du coup pour
créer quelque chose, pas faire un cours habituel sur cette musique. C'est drôle, ça m'est venu tout naturellement. J'ai réfléchi comment je pourrais faire ce cours. J'ai commencé à faire j'avais déjà annoncé un premier cours de groupe et du coup est venue cette façon de travailler progressivement. Alors comme je pourrais dire dans l'Ashtanga Yoga, dans la series qui est prédéfinie, on fait tout le temps la même chose. J'ai une structure prédéfinie, ça veut dire qu'on répète la première posture, après on passe à la deuxième, on répète la première, deuxième et ainsi de suite. Jusqu'à créer un flow d'à peu près 10 postures après 1 heure où les gens ont intégré les participants et ils peuvent aller en fait à leur rythme, ils n'ont plus besoin de me regarder, même s'ils ont encore tendance de le faire. Parfois je bouge exprès plus, je marche un peu autour d'eux pour qu'ils me regardent plus, pour qu'ils soient vraiment forcés à s'écouter soi-même et ok, qu'est-ce que je faisais après, et même s'ils font autre chose, c'est pas grave. Aussi de les pousser un peu plus à prendre leur liberté. Et c'est drôle, ça a tout de suite marché, mais depuis le tout premier cours, il y a quasi tous les électro-yoga qui étaient pleins. Alors c'était incroyable, et pourtant j'avais pas mal d'amis qui se moquaient un peu de moi. Toi avec tes expériences, vous allez voir. Et ça, c'est quelque chose que je voyais vraiment avec un potentiel de développer, d'amener sur une plus grande scène, ce qui s'est passé avec le Palladium. Parce que autant c'est chouette parfois de pratiquer dans un petit cocon, avec juste quelques élèves, dans un côté privatif, je trouve pour l'électro-yoga, il faut plus de monde. C'est comme quand tu vas dans un club, vous êtes que 3 à danser, ça crée pas la même énergie. C'est pas la même chose que quand vous êtes toute une foule. Il y a vraiment, comme tu dis, une énergie qui se crée et voilà, j'espère que dans le futur que ça va, après toute cette histoire de virus, se développer de nouveau et que je puisse l'amener à des festivals, travailler avec des DJ. En Allemagne, j'ai 2-3 que je suis depuis longtemps et que je vais démontrer. J'imagine qu'il y a du potentiel. Ah oui, et la musique, elle est sublime. Il y a plein de gens qui n'auraient jamais écouté la musique électronique avant, qui pensaient encore aux années 90, c'est techno qui tape et qui est pas très harmonieux ou juste bruyant. Et entre-temps, c'est tout un univers qui s'est développé. Oui, ça s'est démocratisé aussi. Complètement. Les gens qui viennent, par exemple, qui sont venus au Palladium ou dans d'autres cours avec l'électro-yoga, c'est des gens plutôt jeunes ou bien t'as aussi des gens plus âgés? Je serais curieuse. Alors, c'est très mélangé. Je dirais mes clients habituels, alors ceux du studio qui viennent aussi à l'électro-yoga, ils sont un peu dans ma tranche d'âge, c'est entre les 30-40 ans. Mais au Palladium, c'était un peu plus jeune, je dirais quand même. Mais après, très mélangé malgré tout. Alors, je crois que j'ai aussi gagné quelques-uns qui avaient la cinquantaine. Donc ça touche quand même d'autres générations. Ça touche tout le monde quand même. Mais c'est vrai, il y avait beaucoup de jeunes qui étaient venus là. Je crois que c'était aussi par le biais du festival qui touchait un peu plus cette génération-là. Oui. Et tu parlais avant de collaboration, tu as parlé de l'électro-yoga. Et au-delà des cours au studio, je crois que tu fais aussi d'autres choses. Tu fais les Rise and Shine et des retraites, c'est juste, en parallèle. En quoi ça consiste? Alors, les Rise and Shine, c'était, je crois que c'était aussi en 2015 et 2016 où je cherchais un lieu extérieur et j'aimais bien ce bord du Rhône et de faire une pratique le matin, c'était d'un côté par l'énergie de ce moment de la journée où c'est un peu un renouveau, il y a aussi une fraîcheur, un côté, très optimiste, positif qui se dégage avec le soleil qui se lève, il y a de nouvelles possibilités qui s'ouvrent et aussi à ce moment-là tu trouves plutôt facilement des espaces où il n'y a pas trop de monde qu'en fin de journée. Alors il y a un peu d'un côté le côté énergétique et aussi un peu la contrainte de l'espace et c'était un lieu qui me plaisait beaucoup et j'ai commencé à donner sur donation pour rendre accessible à tout le monde parce que quand même au studio on est en Suisse, les loyers coûtent cher, alors on doit mettre un certain prix et les cours de yoga ils sont entre 20 et 30 francs, pas tout le monde peut se payer ça et d'ailleurs en été j'ai une grande communauté d'étudiants, là c'est assez jeune, beaucoup dans leur vingtaine qui viennent c'est hyper chouette de
échanger avec différentes personnes, pratiquer en extérieur, c'est hyper chouette, juste d'être dans la nature, d'être dans un cadre déjà zen. Et la nature, on se voit toujours comme un part de la nature, mais on fait complètement partie. Et de vraiment plonger là-dedans, c'est hyper agréable. Après, tu avais mentionné les retraites, ça c'est aussi une façon en fait de rencontrer les gens différemment, de passer plus de temps ensemble. Il y a plus de proximité qui se crée, de confiance, plus de liens. C'est génial. Je recommande à tout le monde de faire au moins une retraite de yoga dans leur vie, parce que tu es dans cette bulle loin de tout. Tu détaches vraiment complètement de tes soucis quotidiens. C'est comme peut-être aussi si tu prends l'avion, tu prends de l'altitude et tu vois en bas, tout est petit et tu vois, non mais en fait, c'est pas si grave parce qu'il y a quelque chose de beaucoup plus grand autour. Ouais, ça permet de dézoomer sur ces petits problèmes. Ouais. C'est ça, exactement. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup, mais que je dois aussi reconstruire maintenant parce que tous les plans sont tombés un peu à l'eau avec les voyages contraintes. Alors ça va se faire, mais différemment peut-être. Ouais, un peu différemment. J'essaie de rester en Suisse aussi parce que là j'ai élargi un peu vers la France, mais regarder si on trouve quelque chose dans le périmètre plus proche. Et de retrouver de nouveau ce lieu où on peut se retrouver et vraiment plonger pendant 2-3 jours dans cet univers de yoga qui est énorme, avec les chants de mantras, des introspections, écrire dans le journal, faire ses intentions, une visualisation de son futur, faire les postures. J'aime beaucoup terminer toujours les retraites aussi avec des postures en partenaire où on va en échange, en contact avec l'autre. Que maintenant la confiance en l'autre. Garder un peu la distance, voilà. Mais oui, c'est ça aussi, de s'ouvrir à l'autre, d'aller à la rencontre. Je voulais te demander comment tu concevais un cours de yoga et est-ce que justement tu réfléchis à tous les thèmes en amont ou est-ce que des fois c'est juste spontané et t'improvises un peu? Alors, c'est en fait entre les deux. Alors, surtout au début, j'ai beaucoup dû écrire. Alors, j'avais mes livres. D'ailleurs, j'en ai un là, je te montre. J'ai mes petits bonhommes où je me donne un fil conducteur. Après, il y a quand même une structure qu'on respecte. On passe d'abord par un échauffement, les salutations au soleil. Après, on passe aux postures debout. On travaille les penchés en avant-arrière, les côtés, les torsions. On essaie toujours d'intégrer toutes les directions du mouvement dans un cours de yoga. On passe par les positions assises, les inversions, à la fin Shavasana. Ça, tout style de yoga termine par Shavasana, la posture la plus importante et la posture préférée de tout le monde. Alors il y a quand même une structure à suivre qu'au début j'ai vraiment dû écrire un peu mot par mot ou dessin par dessin. Après chaque prof a un peu sa propre façon de faire. Maintenant, j'ai tellement un registre qui est, ou tout un stock de ressources qui est enregistré en fait dans le cerveau que je peux juste sortir comme ça. Alors, j'ai plus besoin de noter tout, mais je réfléchis quand même à des thèmes que je donne. Alors, habituellement, je fais pendant 1 mois un thème par cours, si c'est débutant, intermédiaire, avancé, ou on travaille sur quelque chose de physique, ou quelque chose de plus psychologique, un thème comme travail sur ta confiance en toi, ou trouver l'équilibre, alors plus travailler des postures comme l'arbre ou une posture de danseur, on est sur une jambe, on attrape un pied et parfois je fais aussi complètement freestyle, alors ça arrive aussi. Par exemple les Rise and Shine, je me laisse toujours porter par le moment et parfois j'apporte quelque chose qui m'inspire du quotidien, comme ce matin on a travaillé sur l'ouverture au développement ou ouverture aussi d'avoir la confiance en soi, de mener des projets à bien, d'atteindre ses objectifs par justement la plateforme que j'ai créée hier. Parce que de créer quelque chose et d'atteindre le but que tu t'es fixé, c'est tellement chouette, c'est une satisfaction, une joie, un soulagement. Alors on a apporté un peu cette dynamique dans le cours ce matin. On parlait avant de confinement où tu as dû t'adapter. Justement, je voulais te poser la question, comment tu t'es adaptée? Parce que je sais que tu as été assez pionnière dans la mise en ligne de cours à distance. Comment ça s'est passé concrètement?
Alors, ouais, ça c'était un sacré chapitre. La première semaine, je vais jamais oublier ce temps de lundi à vendredi où ouais, on a pris la décision de fermer le studio et de trouver une solution, comment me rester en contact avec les gens, où d'un coup ça parlait partout de Zoom et du coup, ouais, ça nous a pris 3 jours de tutoriels sur YouTube, regarder qu'est-ce qui existe, comment on doit travailler avec tous ces différents outils pour mettre en place. On était en contact avec différents profs de yoga, où on a échangé nos compétences, comment créer une vidéo, qu'est-ce qu'on peut faire, est-ce qu'on veut faire quelque chose ensemble, est-ce qu'on marche plutôt seul, ou finalement j'ai pris la décision de marcher à mon rythme, même s'il y avait des projets magnifiques comme par exemple Yoga Solidaire qui a créé une plateforme pour aider aussi je dirais plus petites structures ou des profs qui n'ont pas de lieu à eux pour quand même gagner de l'argent pour pouvoir payer leurs factures, parce qu'au début on n'avait aucune idée combien de temps ça dure, est-ce qu'on aura un soutien ou non, et surtout nous les indépendants on n'a pas droit au chômage, alors t'es un peu lâché tout seul, même si entre-temps l'État a changé ça et a apporté du soutien. Mais du coup, voilà, comme mon mari est un geek technique, il était tout de suite là, allez, on fait ça ensemble. Lui, il se trouvait aussi avec son cabinet de physio fermé. Alors, on était les deux à la maison et le matériel qu'on avait déjà était une bonne base. On commandait les trucs qu'il nous fallait encore, les micros, etc. Toi, avec le podcast, tu vois très bien de quoi je parle quand je vois tous les câbles, les micros, toute la structure. Et du coup, oui, ça nous a pris 3 jours hyper intenses. Et vendredi, on était en ligne avec ce test Zoom qui s'est très bien passé. Et ouais, c'était une belle expérience d'imaginer le cours différemment. Il fallait être très précis sur le vocabulaire, de aussi pouvoir instruire les gens quand ils sont pas face à l'écran, pour qu'ils ne doivent pas tout le temps regarder dans un chien tête en basse, tordre le cou pour voir comment faire. Et ouais, j'ai pris beaucoup de plaisir d'écrire les cours, de réfléchir à des thèmes, si c'est un thème physique, comme ouvrir les hanches, ou travailler par exemple le yoga workout qui était un très power yoga, pour après passer à quelque chose ton corps est en temple, pour vraiment retrouver les sensations, d'être en accord avec soi-même. Voilà, c'était une belle expérience que je continue d'ailleurs maintenant avec la plateforme de yoga que j'ai inaugurée hier. Du coup, tu n'arrêtes pas d'innover. J'arrête de t'en parler, mais tu as lancé donc hier une nouvelle plateforme vidéo. Comment concrètement ça se passe? Comment est-ce qu'on peut y accéder? Alors, c'est une plateforme qui est liée à mon site internet. Alors, c'est un site internet à part, mais on peut juste cliquer sur un online class sur mon site qui t'amène vers du coup cette plateforme que j'appelle mon studio virtuel. Et là-dessus, je vais mettre tous les cours que j'ai enregistrés pendant le confinement, parce qu'il y a plein de gens déjà qui n'ont pas pu le faire, et quand même on a investi beaucoup d'énergie là-dedans, du coup c'est pas perdu pour le futur, je peux les maintenir. Et dès le début, on a fait attention de créer une bonne qualité pour le garder à long terme. Et du coup, c'est tout simple. Il y a les cours qui sont là. Tu regardes selon ton niveau. Est-ce que je veux plutôt travailler quelque chose de tout débutant, plutôt intermédiaire, avancé, français ou bilingue pour les anglophones. Et tu cliques dessus, il y a une description, et après tu peux louer le cours pendant 48 heures pour le moment. Alors du coup, où tu veux, quand tu veux. J'ai d'ailleurs eu une fille qui m'a écrit aujourd'hui qu'elle a fait sa première partie en extérieur avec le catché. Elle a installé son attel au bord du forêt et elle a pratiqué là, mais c'est super. Hein. Alors vous pouvez maintenant me prendre en vacances avec vous. Oui, hein. C'est vrai. Et sinon, je vais aussi créer. J'ai commencé déjà un peu à mettre les cours aussi en collaboration avec mes amis. Déjà la fille Isa qui fait les immersions sonores, il y a Jorge Luis qui joue la guitare. Récemment, j'ai rencontré une fille que j'ai encore contactée pour accompagner un cours à la sitar. Alors il y a plein de choses comme ça. Qui se mettent en place. Je vais aussi inviter mes amis profs de yoga si jamais ils ont envie de faire une collaboration. Et moi je me régale en ce moment de tourner des cours, de me balader avec mon matériel caméra si c'est sur le Salève ou quelque part au bord de l'eau, et comme ça apporter aussi des fenêtres vers la nature.
Bon, tu as déjà beaucoup de projets, je ne sais pas s'il y a d'autres projets que tu voudrais partager là, mais j'ai l'impression qu'on a parlé de plein de choses. En fait, c'est drôle parce que chaque fois quand je termine un grand projet, je dis « et maintenant je maintiens un peu les choses telles qu'elles sont ». Et je sais que toujours là, il y a autre chose qui arrive. qui va arriver bientôt. Alors, en début d'année, je pensais encore ouvrir un deuxième studio que heureusement je n'ai pas fait entre-temps. Alors, oui, en fait, j'ai le studio virtuel maintenant. Mais sinon, je dirais de continuer avec ce que j'ai, de plus développer ça. Si c'est les retraites, je sais, il y a plein de yogis qui me disent toujours que 2 ou 3 jours de retraite, c'est pas assez, plutôt 5 jours, une semaine. Alors, pourquoi pas ça? Développer la plateforme en ligne et tout l'univers du Yoga Lab. Peut-être quand même trouver une salle un peu plus grande parce qu'elle est toute chouette, mais un peu plus d'espace. T'es victime de ton succès, du coup. Ah non, mais ça s'est développé. J'aurais jamais pensé que ça va à ce point. Je touche du bois, j'espère que ça continue comme ça. Mais voilà, je veux plus pour le moment développer ce que j'ai déjà créé, un peu plus, d'affiner les choses. Aussi les plateformes que j'ai entre les réseaux sociaux, le SoundCloud d'ailleurs. Comme je suis passionnée de musique, je crée tout le temps mes playlists que je fais en cours. On peut après aussi aller les écouter, tout est accessible. De juste faire grandir un peu cet petit univers, mais tranquillement, mais quand même constamment. Voilà, génial. Et pour conclure, est-ce qu'il y aura un conseil que tu voudrais donner à quelqu'un qui veut se lancer dans le yoga? Je dirais de tester plein d'endroits différents. Alors, de vraiment faire le tour des différents studios de yoga pour découvrir ce qui existe, pour découvrir les différentes personnes, parce qu'il y a d'un côté le style de yoga, mais d'autre côté aussi la personne qui transmet, avec qui ça doit correspondre. Et une fois qu'on a trouvé un lieu qui parle et un style qui plaît, de ne quand même pas arrêter d'élargir son horizon, de ne pas rester figé, mais de continuer à voir à gauche, à droite. Aussi en tant que prof, je vais tout le temps aller voir les autres styles de yoga, aller à la rencontre des profs, parce que partout il y a inspiration et différentes voies qui nous aident à avancer et à grandir, à nous développer. Voilà. Génial. Merci beaucoup. Merci à toi, c'était un plaisir. On arrive ainsi à la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Merci beaucoup Michel pour ta participation et ton accueil. Vous pouvez retrouver Yoga Lab au 10 rue Charles Imbert à Genève et en ligne via le site lab.yoga, ainsi que sur Facebook et Instagram. Un grand merci à toutes et à tous pour votre écoute et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode.